Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Coralie, aujourd'hui on se retrouve avec Coralie de Monamé, bonjour. Bonjour Christelle, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, comment vas-tu? Eh bien écoute, je me sens au top de ma forme, actuellement habitée par un locataire que je fais présent, très bien. Ok, super. Eh bien écoute, déjà félicitations et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Aujourd'hui, il va porter surtout sur, on va découvrir la marque Monamé, on va en parler ensemble, mais on va aussi parler de couture de seconde main parce que c'est aussi le cœur de ta marque. Donc, pour mieux comprendre tout ça, peut-être que je vais te laisser te présenter pour que tu nous expliques un petit peu d'où vient Monamé, qui es-tu en fait? Voilà, explique-nous tout. D'accord. Bon, pour rapidement présenter Monamé, donc Monamé, c'est une marque de patron de couture, atelier créatif et prêt-à-porter, upcyclé et fini. Donc, c'est-à-dire que j'adore finir, j'adore les tissus, j'aime beaucoup coudre. Donc, j'en fais des vêtements, je vends. Et notamment aussi, je chine parfois des vêtements ou des bijoux pour lesquels j'ai des coups de cœur, etc. Que je propose en sélection mensuelle sur mon site avec des drops et que je vends également lors d'événements au cours de l'année. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où t'est venue l'envie de créer ta propre marque de patron et puis nous parler un petit peu de ton parcours perso. Que faisais-tu avant de créer Monamé? Créer une marque de patron, en fait, je pense que ça a toujours été un projet qui m'a botté en touche. Comme je te disais, en plus jeune, j'aimais bien jouer à la marchande, à la flûte, etc. C'est quelque chose que j'imaginais, mais que je pensais pas forcément que c'était réalisable et accessible. Après, je me rappelle aussi en seconde, ma prof de français qui me demande ce que je veux faire plus tard. Elle n'a aucune idée. Et moi, je lui répondais, j'attends de trouver l'idée novatrice qui fonctionnera. Donc voilà. Et puis, en fait, ça s'est défilé petit à petit et c'est devenu une évidence au fur et à mesure. Peut-être que mon entourage l'a vu plus avant moi. Il y a une personne en particulier, l'a compris beaucoup plus tôt que moi que ça allait être un projet entrepreneurial. Mais cela dit, en fait, j'ai commencé la couture grâce à ma mère qui m'a offert une machine à coudre à Noël 2015. J'ai mis 2 jours à l'enfiler, voilà, c'est super. J'ai détesté. J'ai cousu mes premiers coussins, ça fermait même pas. Catastrophe. Mais au moins pour essayer. Et après, j'ai pu retoucher sur l'année 2016. Et comment dire, et je suis partie en voyage, je suis partie en Inde, voilà, j'ai changé d'air, j'ai tellement changé d'air qu'en rentrant, je ne voulais plus m'habiller les magasins conventionnels m'ennuyaient, je trouvais qu'on était tous uniformes, etc. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, ah, attends, je vais peut-être me mettre à la couture et tout, j'en ai marre de m'habiller comme tout le monde. En plus, très souvent, paradoxalement, je ne trouve pas toujours des vêtements à ma taille, mais parce que je suis grande aussi. Et puis, quand tu vas dans les enseignes aussi de fast fashion, tu dans le budget, forcément, c'est pas le même résultat. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Je me suis dit, bon, ok, la couture, ça me plaît. Si je veux m'y mettre, il faut que j'investisse un minimum de budget. Donc, j'ai acheté un découvite, 3 babioles chez Peto, et puis je m'y suis mise. Et j'ai commencé en coudant des cotons démaquillants. Je pense que beaucoup de monde commence par là. Ouais, j'ai commencé comme ça et j'ai tout de suite monétisé le D'accord. T'avais pas le temps d'attendre, quoi. Bah oui, pour moi, il fallait que j'y passé du temps, donc il fallait que je le rentabilise. Et du coup, à l'époque, j'étais en alternance, j'avais repris une alternance dans
on va dire, dans la banque et Ok. l'assurance, dans laquelle je m'ennuyais totalement. Mm. Et du coup, je me rappelle m'être dit, non mais attends, je vais passer 40 ans de ma vie dans ce secteur, je me fais chier comme un rat mort et que c'est pas mon univers. Euh, Cela dit, les gens sont très gentils, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est très normé, très structuré. Oui, c'est Et disons que je suis pas la plus structurée, quoi. Oui, c'est clair. Bah, moi, je te comprends parce que avant, je travaillais dans le notariat. Donc, c'est hyper Ouais, structuré aussi, hein. Et alors, vraiment, moi, bah oui. j'étais trop en couleur pour ce monde-là, quoi. Et Voilà, c'est ça. j'avais trop de C'est ça. créativité et je me disais, mais en fait, je pensais toute la journée à la couture et il me tardait qu'une chose, c'était vraiment de rentrer du boulot et de faire de la couture ou quelque chose de créatif. Mmh. Et je me suis dit la même chose que toi, mais que je me voyais pas continuer à faire ce que je faisais pendant des années. Pourtant, j'ai fait énormément d'études dedans, mais Ouais. je me voyais pas continuer, quoi. J'étais obligée enfin, pour moi, je pouvais pas faire autrement que de suivre ce qui m'animait, quoi. Exactement, bah, ça a été une partie de toi, hein, quelque part, quand tu peux pas, bon, déjà, vestimentairement, quand tu peux pas t'exprimer, toujours en bleu marine, noir, bon, ce sont des très belles couleurs, elles ne font pas forcément partie de mon dressing tous les jours, voilà, Oui, je me rappelle, j'arrivais au boulot, j'étais mais à mille lieues de mes collègues, ouais, et il y a une personne qui est rentrée en agence et qui avait le projet d'ouvrir une mercerie. d'accord. Et à l'époque, je venais de commencer la couture, etc. Enfin, c'était vraiment balbutiant. Et je me rappelle, je demande à mon collègue, bah, je peux venir avec toi en rendez-vous, j'aimerais bien découvrir. Déjà, je voulais savoir comment se passait la partie pro, parce que la partie pro sur ce genre de business, c'est beaucoup plus dynamique pour les conseillers commerciaux que sur des particuliers. Et puis, bah, même sur le projet, etc. Et le collègue m'a gentiment dit non. Donc là, je me suis dit, bon, ouais, je vais pas rester ici. Et du coup, ça, c'était en janvier, je crois, et en février, enfin, entre-temps, j'avais décidé que j'arrêtais, quoi. Donc, j'ai terminé comment dire, mon alternance, j'ai eu mon diplôme, etc. En parallèle, au cours de l'année, je me suis allée faire une journée d'intégration, une journée de découverte dans une école de mode très populaire et renommée, euh, qu'une super amie avec moi, enfin, qu'une super amie avec laquelle je dessinais quand j'étais ado, on dessinait sur Top Model, etc., a fait. Donc, je suis allée à la découverte de l'école où on avait la possibilité d'apprendre le stylisme et le modélisme et, et toutes les choses relatives à comment dire, à la couture et au secteur de la mode. J'y suis allée euh, sans avoir un grand projet final. C'est-à-dire que moi, je savais que je voulais faire cette école. Il n'y avait pas d'autre option pour moi. C'était Mm. vraiment, je voulais prendre un temps dans mes études, avoir des études qui me fassent plaisir Ouais. et comment dire, et m'épanouir sur ce niveau-là et aller apprendre de manière professionnelle puisque j'ai au départ appris en autodidacte et c'est très bien. Et moi, j'admire les personnes qui aujourd'hui apprennent en autodidacte, particulièrement le modélisme, parce que moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas su faire dans, dans ma nature, dans mon caractère. Je suis très contente d'avoir eu comme référence un professionnel avec un regard de professionnel et aussi bah, comment dire, son raisonnement professionnel. C'est des choses qui m'aident beaucoup aujourd'hui. J'ai encore sa petite voix dans ma tête, même si ceux qui ont été dans ma classe connaissent Mhm. le poids de ce prof. Mhm. Mais bon, comment dire, j'ai comment dire, j'ai une gratitude incommensurable pour cette partie. Ouais, Et donc j'en étais où? Donc je suis allée en école de mode. Toujours en parallèle, bah, quand je faisais mes petits cotons, etc. C'est vrai qu'à l'époque, bah, je l'ai monétisé, enfin, j'ai vendu ça autour de moi, tu vois, oui, pour Noël, des trucs comme ça et tout. À l'époque, j'étais abonnée à Birchbox, je gardais les boîtes, je repeignais les trucs, je faisais mes petits emballages, etc. Mais tu vois, j'ai voulu faire entre guillemets du beau. ok. Et du coup, bah, ça a commencé comme ça. Après, bon, l'école de mode, etc. Puis j'avais aucune copine qui faisait des loisirs créatifs ou de la couture. J'étais vraiment une illuminée là-dedans. Maintenant, ça va, je les ai un peu, une particulièrement que j'ai plutôt bien convertie.
Maintenant, tu es entouré d'illuminés parce que tu as trouvé la lumière avec la couture. On est tous un peu illuminés et fous de cette passion qui nous envahit, quoi. Voilà, maintenant, on peut comprendre des associations, tissus, motifs, et des réflexions, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, non, bah, t'étais en école de mode, quoi. Après avoir fait tes petites lingettes démaquillantes, tu es passé à l'étape supérieure. Oui, du coup, en parallèle de la lingette démaquillante, j'ai commencé à partager sur Instagram. Ok. Parce que j'ai découvert un univers Ah ben ça. et à l'époque, c'était pas aussi, c'était en 2017-2018, tu vois. Oui. Donc, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, etc. Je me rappelle, je regardais Hello Superette, je regardais leurs tutos. Beaucoup. Ah oui. Make My Lemonade et Sophie Lévy. Ok. C'était les trois. Et à l'époque, Estelle, qui s'appelait pas encore Apolline Pattern, c'était encore en blog, etc., au début du projet. Et c'était les quatre personnes dont je suivais le plus le contenu. D'accord. Et puis je créais aussi, et puis on s'inspire l'un de l'autre, etc. Au fur et à mesure, ça s'est dessiné. Et en parallèle de ces études d'école de mode, moi, tout ce que j'ai appris en école de mode, plutôt niveau couture, plutôt, pas forcément niveau style, mais plutôt niveau couture, j'avais besoin de garder une trace parce que en modélisme, etc., le rythme était quand même très soutenu, on avait un poids dedans. J'avais besoin de garder une trace, donc ce que je faisais, c'est que ce que j'apprenais en cours, je le recrachais rapidement sur les réseaux, que ce soit en tuto, parce que moi, ça me permettait de garder aussi une trace, d'avoir un visuel, et aussi de partager, etc. Forcément, ça amène une communauté, forcément, famille, etc. Et puis à côté, généralement, on avait un rythme, par exemple, on commençait par coudre la chemise. Tu pouvais être sûr que moi, j'avais déjà un mois ou deux auparavant cousu une chemise toute seule. Après, j'allais coudre la chemise avec le prof. Puis j'allais recoudre une nouvelle chemise toute seule après avoir appris, etc., etc. Juste pour pouvoir m'imprégner des techniques et passer du temps aussi pour me perfectionner et améliorer mes coutures. Au départ, c'était pas forcément hyper gagné, quoi. Ouais, bah ça, c'est Voilà. sûr que Donc, c'est bien aussi de le dire. Je trouve que on part tous du niveau 0 et que au niveau 0, on sait pas faire des finitions, on sait pas faire. Il y a plein de trucs qu'on sait pas. Et c'est pas grave si c'est pas très joli. En fait, je trouve que c'est en forgeant que vraiment qu'on devient forgeron. C'est vraiment très très vrai en couture, je trouve. Et c'est en s'entraînant qu'on comprend comment ça fonctionne et aussi qu'on apprend à faire des jolies finitions. Et en gros, pour moi, en fait, tu vois, ça arrive qu'on me dise oui, mais toi, tes finitions, elles sont impec ou. Mais en fait, au début, c'était vraiment pas du tout impec, c'était très moche, quoi. Et c'est vraiment avec le temps qu'on apprend et la technique qu'on apprend à faire des choses qui sont jolies et de plus en plus jolies, quoi. Exactement. Et je pense aussi que ça dépend des caractères. Oui. Je sais que, par exemple, quand j'ai commencé la couture, tu vois, je voulais tout de suite que ce soit fini, je voulais machin, etc. Et parfois, c'était un peu brouillon, sauf que aussi, en tout cas, moi, ce que j'en ressors, la couture, c'est un hobby. Oui. Et j'aurais presque envie de te dire que c'est un sport qui t'apprend à être humble et patient. C'est tellement vrai. Quand tu il faut faire attention à bien repasser, à la bonne température, etc. Tu vois, ça, c'est des trucs que je vais faire en couture. Alors que pourtant, dans ma vie, je suis pas du tout dans le style soigneuse, faire attention, etc. Par contre, quand je couds, il y a pas de, comment dire, il y a pas de secret, en fait. J'ai le faire allumer à repasser. Enfin, j'ai le faire à repasser, allumer. Enfin, j'ai vraiment un cadre et je ne déroge pas de ces règles-là. Pareil en modéliste, etc. Je sors pas du cadre. Pour le coup, je suis un peu bipolaire sur la question, quoi. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est qu'en fait, on vit dans une société et aussi on regarde sur les réseaux sociaux beaucoup de choses en couture. On a l'impression qu'il y en a qui cousent vraiment très vite. Alors oui, il y en a qui cousent très vite, mais pour moi, faire l'impasse
sur l'application, c'est dommage en fait. Et je trouve que c'est dans le process qu'on prend le plus de plaisir. Et pourtant, quand j'ai débuté, vraiment, j'avais qu'une chose en tête, c'était de finir mon truc et de le porter. Et je me suis rendu compte avec le temps que ce que j'aimais en réalité, c'est vrai, c'est porter un vêtement fini, mais que je prends encore plus de plaisir à le porter. S'il est bien fini, si je l'ai bien pensé, si j'ai pris tout le temps qu'il faut. Et comme tu dis, le repassage, c'est vraiment tellement indispensable. Quand je vois des gens qui repassent pas, j'ai envie de pleurer, en fait. Arrêtez de pas repasser vos coutures. C'est comme bah, je donne des cours de couture, du coup aujourd'hui Oui. je suis dans la transmission. Et avec mes élèves, surtout sur des niveaux débutants, je leur explique même pour de l'accessoire, peu importe, c'est simple, une couture, un coup de fer, le faire comme la machine à coudre, c'est toujours Oui, c'est clair. il y a pas de, c'est non négociable. Pour avoir vécu l'expérience avant justement d'aller en école de mode, ne pas connaître le savoir-passer et découvrir le savoir-passer, ça change totalement ta Ah ben, ça n'a rien à voir. Mm. Comme ce que tu dis, le fait d'avoir plaisir aujourd'hui à faire des finitions, je pense que aussi quand tu commences la couture, c'est un peu l'euphorie de créer Ah oui, c'est toi-même, clair. euh, sans prétention, mais aujourd'hui on est dans une société où on a accès aux vêtements très facilement. Oui. On se rend plus forcément compte. Enfin, alors de plus en plus, hein, surtout depuis le Covid, etc. Il y a beaucoup, ça a beaucoup évolué sur le secteur. Mais on se reconnaît pas, on se rend plus compte forcément que, bah ouais, c'est une chemise, ça va prendre 3-4 heures, qu'il va falloir couper un petit peu avant, etc. Et encore 3-4 heures, je te le dis parce que ça c'est le temps que j'accorde quand je cours, comment dire, pour la boutique. Mais généralement, quand tu es sur un projet où tu veux te faire plaisir, etc., bon, peut-être que tu vas aller en couture anglaise, peut-être que tu vas aller sur des détails, etc. Forcément, au départ, c'est tellement euphorique. Et puis, généralement, on va se dire, et c'est pas tout ton entourage qui fait de la couture, donc tu peux arriver aussi fièrement en mode, je m'occupe des nouvelles chemise, ça va, ça va. Et puis ça a créé des éloges qui, bon, là je vais loin, hein, mais dopamine, etc. Enfin voilà quoi. Notamment sur les réseaux sociaux et sur la fast culture euh, à laquelle j'ai pu participer à mes débuts. Mais ce qui m'a permis aussi de me former, puisque pendant 3-4 ans, j'ai cousu tous les jours. Euh, Aujourd'hui, je peux coudre une chemise, un pantalon, un haut, les yeux fermés. C'est pas un maillot de bain, mais en tout cas, sur le Fénétram, je suis les yeux fermés. Ok. Voilà. Merci déjà d'avoir partagé tout ton parcours. Et du coup, tu donnes des cours. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville tu donnes des cours? Parce que peut-être que ça peut intéresser des gens qui nous écoutent. Alors, déjà, mon année, on est en Bretagne, la Terre Sainte, BZH représente. La Terre Sainte, mais vous ne dites pas chocolatine, donc est-ce qu'on peut accepter du... Je pense qu'on peut pas sur ce débat. Mais je suis très susceptible en ce moment particulièrement en cette fin de non, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc non, moi, donc, mon année est à Rennes, donc je me déplace sur des cours particuliers à domicile dans les alentours de Rennes, donc entre 15 minutes, 15-20 minutes de route, donc en première Bretagne. Et je donne des cours maintenant, depuis un an, là, on termine la première saison chez Hélène Tissu, donc qui est une boutique en ligne et une mercerie de tissu. Ok. Donc on peut les retrouver aussi. Ils ont un entrepôt à Vitré et je donne des ateliers. Ils ont mis en place des cours là sur cette année pour la première fois. Donc il y avait des cours débutants pour apprendre à coudre de l'accessoire, des vêtements, des cours de conseil en images, tout ce qui est lié aux arts du fil et aussi à la mode. Pour mettre en avant les tissus de la boutique. Ok, super. Du coup, tout à l'heure, quand tu nous as parlé de Monamé, le concept, c'est que tu vends des patrons, mais tu vends aussi des vêtements en mode prêt-à-porter. Et les tissus, donc c'est des tissus de seconde main, c'est ça? Voilà. Donc en gros, Monamé, alors le projet Monamé a commencé en 2018. Ouais. Et depuis 2018, je partage
même avant le partage sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai commencé la couture en prenant des tissus dans mon, chez moi, des draps pour faire des tests, etc. J'avais une copine qui me donnait des tissus et en chinant. J'avais pas forcément, je connaissais pas forcément les merceries, etc. Mais par contre, à Emmaüs, j'avais souvenir, j'ai toujours été à Emmaüs depuis petite et j'avais souvenir qu'il y avait un espace avec des draps, etc. Donc j'ai commencé comme ça, parce que à l'époque j'étais étudiante, donc j'avais pas forcément le budget non plus pour acheter des tissus, etc. Et du coup, j'ai commencé par chiner les tissus. Après, j'en suis venue aux merceries, etc. Et à trouver aussi mon bonheur dans les merceries. Et donc, depuis fin 2022, j'ai ouvert ma première boutique éphémère à Noël 2022. On pourrait revenir dessus, il y aurait tellement de choses à dire, mais enfin. Et donc, en gros, j'ai ouvert une boutique éphémère pour les fêtes avec une amie à moi, qui, elle, une critique qui s'appelle la thérapeutique. Donc, Margot Alix, très important, hein, si on en revient à mon amie, pour laquelle je l'ai convertie aux travaux pratiques et à la couture, c'est Margot Auté, qui fait des travaux. Ok. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais ouvert une boutique avec elle et c'est vrai que j'avais que des coffrets couture, j'avais fait des articles en lien avec des patrons de couture, des coffrets, la mercerie, et puis j'avais fait des chouchous avec des tissus chinés. Et les gens disaient, ouais, c'est dommage qu'on n'a pas de fêtes, etc. J'ai eu un autre événement, j'ai été invitée à un autre événement après, et là, du coup, j'ai commencé à coudre des vêtements avec des tissus que je chinais, autres que pour moi, enfin pour les commercialiser, et ça a pris. Donc, j'ai continué. Jusqu'à il y a pratiquement un an tout pile, sortir le premier drop avec la chemise Bomba dans les têtes de traversins magnifiques, en toute objectivité, prise en photo avec ma copine Gélia qui pose magnifiquement bien, qui peut ressortir les tissus comme jamais. Et du coup, en fait, c'est devenu aussi un axe commercial de mon année parce que j'y prends plaisir. Avant toute chose, hein, c'est pas de toute façon, si si je prends pas de plaisir, ça va rapidement se voir et puis ça va pas marcher, je vais rapidement arrêter. Donc, généralement, je ne peux même pas le faire. Et du coup, généralement, tous les dimanches de base, régulièrement, je suis en livre. Donc, forcément, j'ai acquis un petit stock de tissus. Et du coup, j'en fais des vêtements. Je couds des vêtements. Donc, c'est essentiellement des patrons bonne année, soit des patrons. Quand je dis des patrons maison, c'est des patrons qui ne sont pas commercialisés. Okay. Ou sinon des patrons bonne année, comme la chemise Bomba ou les pantalons Senza, ou même le short aussi Senza qui a bien fait l'année dernière. Et puis voilà. Donc, il y a la partie prêt-à-porter, upcyclée, qui est totalement faite à Rennes, qui est chinée dans les alentours de la Bretagne, et puis je peux mettre les rythmes, les devis, et puis voilà. Donc, comme tu chines beaucoup de tissus, j'imagine, autant pour tes drops que peut-être pour toi aussi, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour chiner des tissus de seconde main? Donc, c'est vrai que on connaît tous Emmaüs, mais est-ce que c'est possible d'éviter l'écueil des rideaux, peut-être un peu qui ont vraiment l'aspect trop vintage? Et est-ce qu'on peut aussi trouver des choses qui ont un aspect un peu moins connoté rétro, quoi? Ouais. Alors, c'est pour chiner. Tout dépend aussi des goûts et des couleurs, sans prendre cet aspect-là en question. Forcément, quand je chine, j'y vais plutôt le matin. Pour moi, aller en vide-grenier l'après-midi, là, je m'excuse d'avance de dire ça, mais pour moi, c'est une perte de temps. J'ai l'impression que j'ai raté des pépites. Je sais déjà que des couturières créatives sont passées par là, donc forcément, voilà. Donc, déjà ça, premièrement, moi, j'aime aller tôt au vide-grenier. Dans mon idéal, j'y suis dès 6h30, 7h. Généralement, c'est plutôt vers 8h, 8h30. Mais en tout cas, chez moi, le dimanche matin, c'est réservé à la Chine. À partir de 13-14h, j'arrête. Mais sinon, déjà, premièrement, je vais tôt. Ensuite, donc, forcément, toujours avec un sac, de l'espèce. Regardez, ne pas hésiter à fouiller sur les stands. Après, ça dépend aussi comment on fonctionne. Moi, je sais que je fonctionne vachement au coup de cœur.
et comment dire, à la couleur. C'est vraiment, euh, je peux trouver des super beaux tissus. Si je fais d'office, par exemple, admettons, si je coupe quelque chose et que ça se vend pas, si ça m'embête de le garder dans mon dressing, bah, je préfère pas acheter. C'est que ça me ressemble pas. Je veux vraiment que ce soit l'essence de mon ami et bah, de ce goût pour la couleur que j'ai, qui est très prononcée quand même sur mon dressing. Donc voilà, donc toujours avoir l'œil. Il y a les vides-greniers, Emmaüs forcément. Parfois, Emmaüs organise des ventes de mercerie. Euh, alors, je sais qu'à Rennes, une fois par mois, il y a une vente spéciale mercerie. Je Ok, je sais pas savais pas comment que c'était possible. Ouais, si, un samedi par mois, tu as des ventes à thème. Renseigne-toi auprès de ton Emmaüs, mais généralement, tu as des ventes à thème. Et après, quand tu as des gros Emmaüs, par exemple, ici, il y en a un à Aidé, il me semble, c'est Aidé, et une ou deux fois par an, ils font une grande animation, ils sortent tout, etc. Et c'est super. Donc déjà ça. Ensuite, sur le choix des tissus, alors aujourd'hui, j'arrive à mesurer, par exemple, ce que je peux faire avec une taille de traversin, comme une taille d'oreiller, etc. C'était pas forcément le cas avant. Aujourd'hui, je sais, par rapport aux tailles, par rapport à ma clientèle, pour ça. Sinon, bah, je vais m'orienter forcément vers des draps, des rideaux. Je vais pas m'arrêter forcément, dans un premier temps, je vais pas m'arrêter à la matière. Moi, ce qui me botte, c'est vraiment Ok. le motif. Et après, quand je vois la matière, je réfléchis, je me dis, bon, alors, est-ce que je peux faire ça? Ok, si je fais ça, mais combien de temps ça va me prendre? Ok, bon, si je le vends celui-là, est-ce que je vais quand même être rentable, etc. Bon, il y a déjà tout un questionnement sur cette partie. Donc, Emmaüs, Vide-Grenier, bon, forcément, les plateformes de seconde main aussi, hein, Oui. sont super. L'année dernière, j'ai signé comment dire, un magnifique, comment dire, couvre-lit. Et j'en ai fait des listings et comment dire, des bananes. Et moi, j'en ai trouvé qu'un, malheureusement. Mais il était magnifique. C'est l'écueil de la seconde main, du coup, on peut pas l'avoir en grande série. Mais en même temps, c'est ce qui fait son charme aussi. Donc, Voilà, exactement. Donc, il y a trois, quatre personnes qui ont le même destin. voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais oui, comment dire, les plateformes de seconde main, donc, naturellement, Vinted. On a aussi Le Bon Coin. Le Bon Coin, bah, l'année dernière, par exemple, l'année dernière, j'avais participé à un festival. Malheureusement, je me suis fait voler des créations, dont une chemise que j'avais cousue dans une taille de traversin chez auparavant chez Emmaüs. Ok. J'ai écumé Le Bon Coin et Vinted pour espérer, parce que bah, forcément, je devais récupérer l'étiquette aussi sur les draps, etc. Généralement, je garde les étiquettes, etc. Quand même, je garde les références aussi. J'ai écumé Vinted et Le Bon Coin. Et crois-moi ou pas, je t'assure, sur la dernière page, après avoir fait, je crois, 150 pages ou un truc du genre, Waouh, Le Bon Coin, j'ai trouvé la housse de couette. Enfin, j'ai trouvé incroyable. la parure de lit. La chemise Bomba Pastel. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des bombas à vendre, parce que du coup, les bombas sont disponibles sur commande. Et là, j'avais toute la parure de lit et pas juste on va dire, la tête d'oreiller. On a le traversin. C'était un Donc, mal pour un bien, quoi. voilà, ça m'a demandé beaucoup de temps de recherche, etc. Oui. Mais voilà. Sinon, il y a aussi des puces de couturière. Ah oui, J'ai ça, j'en fais expérimenté ça l'année régulièrement, ouais. dernière. J'ai expérimenté, j'étais un peu perplexe sur la question et au final, j'ai expérimenté l'année dernière. Forcément, c'est un petit peu plus cher comment dire, qu'en grenier ou chez Maïf, parce que c'est normal. Ce sont des personnes comme vous et moi qui vont acheter leurs tissus, etc. Et forcément, ils vont acheter parfois à prix fort. Donc, leur vendre à prix très, 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 très réduit, c'est plus compliqué pour certaines. Mais du coup, j'ai trouvé des super tissus, des super coupons. J'en ai fait des pantalons. Il m'en reste encore. Et puis, voilà, après, sinon, bah, autour de Après, ce qui est voilà. super intéressant, je trouve, dans les puces de couturière, c'est que non Mhm. seulement il y a du tissu, mais il y a aussi de la Mhm. mercerie. Et ça, c'est moins évident de le trouver ailleurs, en tout cas, je trouve. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que plusieurs fois, il y avait des stands de personnes qui revendaient un stock
qu'elles arrêtaient une mercerie ou autre. Donc, ça peut être l'occasion de trouver pas mal de boutons, notamment des Mhm. boutons et du fil. Je fais le stock souvent dans les puces des couturières. Il y a facilement des gros cônes en fait de surjeteuses qu'on peut utiliser Mhm. après pour sa machine à coudre aussi. Et franchement, acheter le tissu dans des cônes qui valent vraiment la moitié du prix neuf et qui sont intacts, je trouve que c'est un super plan, quoi. Oui, c'est vrai, tu fais bien de parler de la mercerie parce que les boutons, c'est vrai comment dire, en Victorie, on peut en trouver pas mal. Souvent, tu as des boîtes abandonnées de boutons. Et si tu fais le tri, bah, tu trouves ton bonheur. Pour ma part, j'en ai trouvé beaucoup à Emmaüs. Ouais. Euh, Généralement, les boutons, là, j'avais filmé des boutons transparents. Et c'était dans des petits paquets, donc là, 30-40 boutons. Et du coup, bah, je les prends. Et autre affaire aussi sur la mercerie, on peut en trouver à Emmaüs. La dernière fois, j'ai trouvé euh, des rouleaux de thermocollants peinture, donc sur 2 étages, donc soit 5 centimètres, soit 10 centimètres. 1 € le rouleau euh, quand tu as plusieurs mètres. C'est Euh, génial, ça. ouais, même j'ai déjà trouvé du thermocollant, toutes ces choses et tout. Donc oui, ouais, c'est super. Déjà, c'est super parce que sur la partie ethnique et puis upcycling, et puis naturellement, on va pas non plus tergiverser sur le sujet. Forcément, c'est une matière première qui coûte moins cher. Bon, bah, ça permet d'être quand même aussi un peu plus rentable. Et même pour les non-professionnels, Mm. c'est toujours un plaisir quand même de pouvoir payer un thermocollant 3 € au lieu de 9,90 €, etc. Quand tu sais pas forcément ce que tu vas en faire, enfin, Ouais. tu trouves tomber sur des affaires. Et, Après, la seule chose, c'est qu'il faut déjà avoir un petit peu de connaissances sur qu'est-ce que c'est comme thermocollant, comment on va l'utiliser, etc. ouais, Mais ouais, c'est vrai ouais, que bon, je pense que ça mériterait limite un épisode à part sur le coût de la couture. Mais on dit jamais non à payer certaines matières un peu moins chères parce que les prix peuvent vite exactement. s'enflammer quand on achète tout neuf et qu'on veut aussi de la qualité. C'est important de le dire parce que des tissus, on peut en acheter beaucoup de vraiment pas chers neufs, mais la compo est pas toujours cool. Alors que je trouve que l'avantage de la seconde main, c'est aussi ça, c'est de trouver des tissus et des matières qui vont être quand même qualitatives. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. Ouais, oui, je suis totalement d'accord. Tu vas trouver des tissus et des matières qualitatives. Et aussi, tu vas trouver un style. oui, Euh, Tous ces motifs, etc. Je dis pas que ce qui fait aujourd'hui est nul, etc. Parce qu'au contraire, des fois, j'ai des coups de cœur et tout. Il m'est arrivé récemment d'acheter un tissu dans une mercerie. Mais ça, ça a quand même une certaine uniformisation côté stylistique, je trouve, des propositions qui sont faites en Europe, en tout cas en France, pour ce que j'en connais du marché. Parce qu'aujourd'hui, sur le prêt-à-porter, bah, les grandes enseignes qui sont inspirés notamment dans le monde de la couture, ça va être Balzac, Cézanne, toutes ces marques premium. Et je trouve qu'on retrouve un uniforme, quoi. On peut être presque toute s'habiller. Alors, c'est magnifique, hein. Je critique pas, etc., parce qu'il y a des tissus qui sont extrêmement beaux, et les cousettes des filles, c'est magnifique, mais ça fait aussi une uniformisation. ouais. Je trouve que c'est possible. Et bon, bah, j'aime bien me démarquer. Oui, je Du pense que coup, ça bah aussi, là, c'est pareil, ça mériterait un épisode complet parce que c'est hyper intéressant comme sujet. Est-ce qu'on coud pour être unique, pour être soi-même, ou est-ce qu'on coud en retombant dans un peu les travers? En tout cas, je trouve que c'est un peu un travers mmh, de la fast fashion ou du prêt-à-porter, c'est de retrouver des tendances et de retomber sur être comme tout le monde et mmh, coudre exactement le même modèle qu'on a vu sur le compte de Untel. Donc, ouais, ça mérite beaucoup de temps et de réflexion d'en parler, je trouve. Mais c'est aussi hyper intéressant de chiner des tissus. Ça permet vraiment d'approfondir son style et de coller plus à sa personnalité, je trouve. oui, et puis c'est bah, en tout cas, je pense, à mon point de vue à l'instant T, et je pense qu'intrinsèquement, on est forcément influencé sur ce qui nous entoure.
Donc Oui. forcément, il va y avoir une certaine uniformisation, tu vois. Même si aujourd'hui, je peux chiner un tissu avec des motifs bien différents, bah, le patron que je vais coudre va quand même rester dans les tendances sur un pantalon avec des jambes évasées, etc. Tu vois. Je vais pas aller coudre un pantalon slim, etc. Enfin, ça dépend des goûts des couleurs, mais moi, c'est parce que j'ai cherché. Donc, quelque part, en fait, on mixe aussi l'actuel avec l'ancien pour créer un nouveau look. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Je pense que du coup, on peut peut-être aussi parler de... là, récemment, sur Instagram, tu as annoncé que tu allais arrêter les pochettes, du moins de les proposer en permanence sur ta boutique. Du coup, on pourrait peut-être parler de ce sujet et, enfin, sauf si tu as des choses à rajouter sur chiner des tissus. Non, je pense que j'ai fini. Attends, je réfléchis. Non, sur signer des tissus, non. C'est du plaisir, c'est l'opportunité aussi d'expérimenter des nouvelles choses, de trouver aussi des toiles pas chères. Quand j'entends Oui, toiles pas chères, bah, c'est par exemple trouver des draps, oui. des anciens draps en coton qui nous permettent de réaliser. Alors, grand sujet sur notre, comment dire, sur notre une couture, la toile. Alors, forcément, en Attention, tant que sujet aujourd'hui touchy. professionnelle et prof de couture, je ne peux que vous recommander de faire une toile. Il faudrait Mais qu'on explique ce que c'est qu'une toile rapidement pour voilà. que les gens qui ne savent pas ce qu'est une toile. Donc, en Mhm. couture, quand on veut coudre un nouveau patron, il est recommandé de faire une toile. Donc, c'est un vêtement d'essai. On va pas faire des jolies finitions, etc. Mais on va couper une taille qui nous semble être la nôtre pour, ça va permettre de vérifier les ajustements qu'on a à faire. Peut-être en termes de stature, donc en fonction de votre Mhm. taille en hauteur, mais aussi en fonction bah, du placement des formes de votre corps pour voir qu'est-ce qu'il faut modifier sur le patron pour coller le mieux à votre corps. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un vêtement final qui est vraiment mieux ajusté, parfaitement ajusté par rapport au patron initial. Mais du coup, ça implique de coudre un premier modèle d'essai, on va dire. Mhm. Et c'est Exactement. là, Et c'est là que le c'est bas parti de blesse. rien. Ouais, bah, ça a un coût forcément, puis ça demande du temps. Enfin, ça demande du temps et Ouais. un peu d'argent sur le tissu. Néanmoins, je tiens à rajouter que la toile reste. Alors, c'est mon point de vue aujourd'hui de professeur. Donc, si je vous parle en tant que professeur de couture, je suis obligée de dire que la toile est indispensable parce que sur les patrons de couture, sur n'importe quelle marque, on n'est pas sur des sur-mesure. Vous pouvez avoir, les patrons sont construits à partir d'une base. Vous pouvez avoir, par exemple, les épaules beaucoup plus tombantes sur ce qui est prédestiné au patron, ou bien sûr l'épaule beaucoup plus courte, etc., comme tu disais tout à l'heure. Et puis notamment aussi, l'intérêt d'une toile, c'est que ça vous permet de voir la gamme de montage. Surtout, alors, plutôt quand on est sur un niveau débutant avancé, qui tend vers l'intermédiaire, c'est-à-dire j'ai déjà cousu, je commence à coudre mes premiers vêtements et là, je commence à prendre des risques, je me lance dans des zips, dans des montages en fourreau, tout ça. Ça vous permet aussi de voir dans un premier temps le montage et de comprendre quel axe, enfin, quelles difficultés vous allez pouvoir rencontrer sur le patron. Parce que forcément, pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Euh, et donc, le fait de réaliser un premier montage vous évitera, une fois le projet final en cours de réalisation, de découvrir. Et ça, C'est clair. c'est plutôt bien ça. Et, en fait, dès qu'on découvre une fois, même si ça se voit pas forcément, etc., forcément le tissu a été touché. Donc, ça va, ça l'aide. Donc, si on n'a pas envie de faire des toiles, il y a d'autres options. Dans certains patrons, et notamment dans les patrons Monami, je propose le tableau des mesures du vêtement fini, qui permet aussi de se projeter sur le volume et sur le rendu. Et aussi, ce que je vous recommande, c'est de faire des petites pièces d'études. Par exemple, si vous allez coudre un pantalon, c'est vos premières poches, etc. N'hésitez pas à faire une petite pièce d'étude à côté sur la poche pour comprendre dans le montage. Et puis ensuite, vous pouvez le faire sur le projet final. Néanmoins, je ne peux que recommander de faire un essai. Et puis, vous se trompez, c'est pas grave, mais c'est dommage de se tromper sur son projet final dans lequel on a investi du temps et aussi de l'argent.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais bon, souvent, il faut avouer que parfois on a la flemme de faire une toile et c'est pas Mais grave. oui, moi la première. Hein. Voilà. Moi Donc, la première. on va revenir du coup aux pochettes maintenant qu'on a fait cette petite digression sur la toile qui était importante. Non, non, mais c'est important d'en parler aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de ne plus proposer de pochette? Parce que je sais qu'en couture, il y a la team PDF et il y a la team Ouais. pochette papier. Et ces deux teams ne sont jamais d'accord. Et celles qui aiment le papier, ils sont vraiment très attachés. Mais est-ce que toi, tu peux expliquer les raisons qui t'ont Bien poussé à sûr. prendre cette décision? Parce que parfois, je sais que quand je suis en Ah cours oui. de couture, il y en a qui me disent non, moi, il n'y a pas moyen que j'achète des PDF. Je ne veux pas scotcher. Alors déjà, sachez que pour scotcher, c'est pas obligatoire. Il y a des sites qui Voilà. proposent des impressions de patron, mais pourquoi toi, en tant qu'entreprise, tu as décidé de d'arrêter cette formule en fait? Bon, bah là, ça va être une réflexion purement stratégique euh, et purement économique. Alors, je vais pas dire que je suis de la team patron de pochette. Moi, j'adore les packaging. Là, j'ai vu récemment Samsung qui a sorti. Attends, il y a mon chien qui rentre dans la pièce. Attends, excuse-moi. Relax-toi. Non, c'est rien, t'inquiète. Oui, donc je te disais, moi, de base, j'adore le packaging. C'est quelque chose que j'adore designer. Enfin, Illustrator est mon meilleur ami. C'est vraiment, j'adore y passer du temps, que ce soit pour les dessins techniques, pour les livrets ou encore pour les packaging. Euh, Comme je te disais récemment, Califon Mercerie a sorti des patrons inspirés de l'Inde, mais le design est magnifique, j'adore. Mm. Mais derrière, en fait, proposer un patron de pochette, ça a un coût. Aujourd'hui, bah, pour ceux qui suivent les actualités de mon ami, la fin d'année était un peu compliquée. Il y a beaucoup de choses qui changent. Forcément, au bout de 4 ans, c'est normal. Donc, c'est une décision stratégique puisque aujourd'hui, proposer des patrons, alors, je dis pas du temps, mais imprimer des patrons, ça a un coût. Oui, Et du stock et avoir du stock dormant, aujourd'hui, je peux plus me permettre. C'est une perte, malheureusement, c'est une perte économique trop importante, en sachant que pour le moment, je ne me suis pas rémunérée depuis 4 ans ok. sur ce projet. Donc j'arrive à un point où moi aussi j'ai envie j'adore passer du temps, etc. J'investis beaucoup mon temps et mon argent personnel. Donc là, j'ai besoin d'aller chercher une rentabilité plus facilement. Bien sûr. Euh, des patrons pochettes, on a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé sur les prestataires pour tout ce qui est packaging, etc. À l'époque, il y a 4 ans, il n'y en avait pas autant, c'était pas aussi connu. Donc forcément, il y a 4 ans, moi, j'ai acheté des pochettes. Donc c'était mes débuts entrepreneuriales, hein, on se Mm. comprend. J'ai acheté un gros stock de pochettes Ouais. que j'ai réussi à éliminer, mais ça m'a pris du temps. Et du coup, ça me demande un patron de pochette pour moi, donc je dois imprimer l'autocollant pour le mettre sur la pochette. Je dois acheter la pochette. Je dois imprimer le patron en A0, le livret, comment dire, l'étiquette, puis ensuite le petit papier que j'ai à l'intérieur et l'enveloppe. Tout ça, aujourd'hui, c'est des coûts qui sont trop importants enfin, par rapport à mon volume de vente. Dans le sens où bah, je vais sortir un patron, mais par rapport à mon volume de vente, bah, c'est plus intéressant pour moi d'aller limite l'imprimer au compte-goutte dans la gestion de mon stock, puisque ça me demande de sortir une trésorerie trop importante si je l'imprime en avance. Donc, ça va me faire du stock dormant. Et du coup, des fois, je me retrouve à imprimer au compte-goutte, mais là, du coup, c'est plus du tout rentable pour moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter pour le moment, le temps que aussi mon ami se fasse une santé dans le sens où c'est le temps d'avoir la trésorerie nécessaire pour investir sur ce palier-là et aussi quitte à avoir un peu de stock dormant, mais que ce soit moins dérangeant qu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des charges à payer qui sont assez importantes Mm. quand même.
Donc pour ça, et puis dans les PDF, chez mon ami en tout cas, on propose, enfin je propose, je dis on, mais en fait c'est je propose le format A4, le format Ouais. A3 et le format A0. Ok. Donc pour celles qui n'aiment pas sketcher, ce que j'entends parfaitement, on peut directement imprimer du A0. Mm. Au final, ça revient au même. Oui, en fait, c'est Donc juste voilà, en juste deux un petit étapes. objet. Comment? C'est juste en deux étapes, du coup, on télécharge le patron en A0 et après on le fait imprimer. Mais Voilà. ça revient même au fait que d'avoir une pochette, je trouve. Moi, ça dépend parce que je comprends. Tu vois, par exemple, quand j'ai vu le packaging des Capitaine, il est tellement beau. T'as envie d'avoir l'objet en main, tu vois. C'est super beau. Ouais. C'est aussi un trophée, je pense, pour nous, couturières, etc. Tu choisis ton livre. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'adore les livres, donc ça en fait partie aussi, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est une décision purement, c'est une décision de chef d'entreprise, en fait, simplement. Et je suis pas la seule marque. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il y a Direndos aussi qui a arrêté en pochette, il me semble. Oui, oui, oui. Pour les mêmes raisons. Bah, Parce que ouais, ça voilà. coûte vraiment très cher et puis le papier coûte de plus en plus cher. Voilà. Et du coup, voilà, ça devenait ben, tout simplement pas du tout rentable. Et après, enfin, il faut comprendre aussi que derrière les entreprises, il y a des personnes qui ont besoin de gagner leur vie. Donc, Voilà. quand ça devient un coût, en fait, de proposer à la vente des patrons et que ce coût n'est pas couvert par la vente, bah, du coup, là, le concept de vente des patrons s'arrête ici, quoi, en fait. Exactement. Mais c'est comme le problème, tu vois, on va avoir ce point sur les patrons pochettes, mais aussi tu as le PDF et le problème du PDF qui s'échange. Et en fait, il y a un bémol à chaque format. Mm, c'est ça. Donc, il faut composer avec. Ben écoute, je pense que déjà on a abordé pas mal de sujets. Est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu veux qu'on parle de tes challenges en tant qu'entrepreneur justement parce que ben, tu avais expliqué il y a pas longtemps aussi sur Instagram que tu avais lancé un crowdfunding qui avait Mm. pas été à la hauteur de tes attentes. Donc est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer Oui, ben, bien sûr. un petit peu ce projet et ce que ça t'a appris en tant qu'entrepreneur aussi, parce qu'on en tire toujours des leçons, je pense, Oui, c'est sûr. même quand le projet ne va pas au bout de ce qu'on voudrait, quoi. Oui. Donc oui, j'ai lancé un crowdfunding en fin d'année 2023. Bon, déjà sur ce crowdfunding que je préparais depuis le mois de juin, sur lequel j'étais depuis le mois de juin, à savoir que j'ai été par Simonie. J'avais beaucoup de mal. Déjà, en fait, je pense que j'aurais dû m'écouter sur ce sujet parce que je pense, de base, j'avais pas forcément. Alors, c'est pas une question d'envie. J'avais envie d'aider mon entreprise à avancer, etc. Mais je pense que le format du crowdfunding, j'avais pas envie de le tenir dans le sens où c'est très dur. Un crowdfunding, quand même, faut avoir les épaules solides. Mm. Seul, c'est plus difficile, surtout quand tu as déjà lancé ton projet. Par exemple, Monami, la première année, Monami, ça a débuté par un crowdfunding. Donc, c'est un lancement de projet. Donc, beaucoup plus simple aussi pour proposer des produits, etc. Même psychologiquement, c'est beaucoup moins usé quand tu lances un projet que quand tu arrives dans ta quatrième année et que tu essaies d'avancer et que des fois, tu n'as pas toujours les résultats attendus. Moralement, faut pouvoir tenir quand même, voir la lumière au bout du tunnel. Mm. Donc, arrive le mois de novembre, tardivement, parce que déjà, ce crowdfunding, j'ai vu le lancer en septembre, et puis au final, j'ai pris du retard, etc. Donc non, puis après en octobre, donc non. Et là, j'ai pu le lancer, enfin, j'ai décidé de le lancer en novembre, un peu tardivement par rapport aux fêtes de Noël. Moi, je songeais aux fêtes de Noël. Et en parallèle, le soir où j'ai fait le live, euh, comment dire, du crowdfunding, je venais juste de découvrir, d'apprendre ma grossesse. Ok.
Donc, je te laisse imaginer comment dire, la Ouais, motivation t'étais dans laquelle j'étais. chamboulée, ouais. Ah, mais moi, j'ai totalement abandonné. J'ai lâché prise et je m'en suis voulu, tu vois. Je m'en suis Ouais. voulu parce que j'avais envie de partager le crowdfunding. J'avais fait des super visuels. J'étais contente de ce que je proposais, etc. Mais j'étais pas du tout disponible mentalement et j'avais pas l'énergie pour aller chercher les fonds, etc. C'est quand même, bah, t'es porteur de projet. Donc, il faut quand même Ouais. faut être équilibré aussi dans l'entrepreneuriat dans sa vie personnelle pour pouvoir entreprendre et surtout quand on entreprend des choses difficiles comme ça. Mm. Même au niveau des contreparties, comment dire, j'avais envisagé un premier palier, un deuxième palier, un troisième palier. Euh, et tu vois, je suis allée au CSF pour visiter, enfin pour distribuer comment dire, des tracts, enfin des tracts, Oui. distribuer des présentations sur mon ami, etc. Mais moi, j'étais au bout de ma vie. Bah ouais, je comprends. J'étais contente de parler culture, machin, etc. Mais en fait, j'avais juste envie d'être sur mon lit et voilà. Donc, déjà, je n'avais pas la disponibilité mentale pour réussir cette campagne de crowdfunding. Donc, forcément, elle a échoué. C'était très dur. Je savais de base. Hein. De toute façon, une campagne de crowdfunding, quand tu n'as pas atteint certains paliers dans les premières semaines, tu sais. Donc voilà, un échec douloureux, Ouais, je très comprends. douloureux parce que ça voulait dire certaines choses pour mon ami, qu'à l'époque, j'étais pas forcément prête à entendre. Alors, c'est pas dramatique, hein, il n'y a jamais de drame, etc. Et puis, alors, c'est un échec commercial, mais moi, j'ai beaucoup appris derrière. Oui, c'est ça. Et puis, je sais que sur mes capacités, etc. Et puis, c'est plus une leçon, mais ouais, notamment sur le format de la société, puisque donc aujourd'hui, mon année a changé de format. Avant, j'étais dans un format économique SRL, ce qui veut dire un comptable, l'URSSAF, la CFE, enfin bref, des charges à payer. Mm. Donc en gros, en quelque sorte, tu te crées une dette. Tu n'es pas en mesure d'avoir, si tu n'as pas déjà des fonds propres, enfin, des fonds si tu Oui. n'as pas investi le capital nécessaire pour payer tes charges, tu te crées une dette. Donc, enfin, la société tourne, il n'y a pas de problème, on fait du chiffre d'affaires, etc. Mais elle tourne pour payer les charges, mais pas me payer moi. Donc, on en est arrivé j'étais pas toute seule. J'ai eu un associé vraiment super pendant ces 4 années, que je remercie encore, qui est une de mes meilleures amies, etc., qui m'a appris à entreprendre, etc. Qui m'a permis de voir que c'était pas le format nécessaire pour moi et lui aussi ça lui a appris des choses sur ce point-là. Euh, et du coup ça voulait dire la fin aussi de cette relation professionnelle euh, qui était très dynamique. Moi m'a aussi porté sur la période et ça a été plus difficile à accepter pour moi dans le sens où j'ai ouvert une entreprise, j'ai pendant ces 4 ans embauché des stagiaires, une alternante, je me suis, enfin, j'ai voulu y croire et le voir très loin. Mais en fait, quand tu entreprends, le plus important, c'est de regarder les chiffres Ouais, mais c'est pas évident, ouais, c'est sûr. et d'être réaliste. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé de clôturer cette société puisque économiquement, c'était plus viable. Moi, j'en arrivais à mettre mes fonds perso par moment pour payer des charges. Donc non, Mm. c'est pas possible puisque j'ai toujours eu un emploi en parallèle à côté et quand j'ai pas d'emploi, on a la chance d'être en France, donc on a comment dire le pôle emploi, mais généralement je retourne très vite travailler, puisque ça me permet pas de subvenir aujourd'hui à mes besoins personnels. Donc voilà, donc il a fallu clôturer cette partie-là et va passer de SARL à micro-entreprise. Sur le moment, je n'ai pas du tout accepté. Quoi. C'était pour moi un échec, mais alors énorme. Quoi. Énorme. Voilà. Sur ton chemin entrepreneurial, parfois tu vas rencontrer des personnes qui soutiennent tes projets, qui te Mm. racontent qui croient, et puis tu vas rencontrer une personne qui va te dire non, mais moi,
projet, je n'y crois pas, ça marchera pas, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est la voix de cette personne-là qui résonne, en fait. Oui. Et en fait, il avait raison et tout. Alors qu'à côté de ça, personnellement, j'étais en train de vivre un truc super, mais je devais faire l'objet d'une entreprise. Et au final, c'est pareil, je suis sortie de mon hibernation. Au final, la micro-entreprise, ça me va très bien. Je suis soulagée à un point de ne plus me poser. Alors, il y a toujours des déclarations, des trucs à faire, etc. Mais d'avoir le poids administratif d'une SARL, mais quel soulagement. Oh là 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 là. Ouais, c'est sûr. Et si j'avais su, j'aurais fait comme ça dès le départ. Donc oui, échouer sur une campagne de crowdfunding, ça ne veut pas dire forcément fermer une entreprise. Ça veut lui dire faire évoluer le projet. Et aussi, ça a été positif puisque forcément, ça te connaît les points sur les i, les barres sur les t, tu vois, économiquement. Bon, ok, c'est bien là, mais il faut arrêter de fermer les yeux. J'ai envie de faire plaisir aux gens, mais là, je suis pas rentable pour moi. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est de sortir un salaire et pas juste faire du beau et filmer sur les réseaux. Ouais, c'est hyper important de le dire, je trouve. Merci beaucoup à toi, Coralie, d'avoir pris le temps d'enregistrer avec moi et puis de partager tes conseils et ton expérience. On te souhaite beaucoup de bonheur avec Monamé, mais aussi dans ta vie perso. Moi, je voulais te remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de Monamé. C'est la première fois que je le fais en tant qu'invité sur le podcast. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est aussi l'opportunité de faire un memory de ces dernières années, de tout ce que j'ai fait, etc. Donc, merci pour ce rafraîchissement. Et puis, je te souhaite à toi et chez Bretzel plein de réussite pour ce podcast. Et puis, j'ai hâte d'entendre le prochain épisode. Merci beaucoup, Coralie. Et puis, à très, très bientôt. Avec plaisir. Bonne continuation. Salut. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!